soyez les bienvenus dans Xenius, l'émission curieuse et mobile. Bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, nous sommes à Besse-sur-Issole, en Provence, et nous allons parler de chemin de fer, comme vous le voyez. Pour une fois, nous avons laissé notre Xenibus au garage. Mais avouez que notre moyen de transport du jour a la classe. Ça t'a plu, hein, de conduire la loco? Oui. Exceptionnellement, Pierre a eu le droit de conduire. C'était son rêve de conduire une locomotive. Merci, docteur. Aujourd'hui, notre réseau routier est régulièrement saturé par les voitures. Et le trafic explose. Parallèlement à cela, de plus en plus de voies ferrées sont abandonnées. Comme ici. Aujourd'hui, nous allons voir où ce voyage nous mène. Le train est-il voué à disparaître ou est-il au contraire le moyen de transport du futur? Avant de nous pencher sur les avantages et les inconvénients du rail, voyons un peu comment il est fabriqué. Donawitz en Autriche. C'est ici que se trouve l'une des aciéries les plus modernes d'Europe. On y fabrique entre autres des rails de chemin de fer à destination du monde entier. La fonte brute est produite dans 2 hauts fourneaux à partir de matériaux tels que le minerai de fer, le coke et autres additifs. Pour la fabrication de rails modernes, on utilise surtout de l'acier. Ici, il est obtenu grâce à une méthode qui consiste à insuffler de l'oxygène pur dans la fonte en fusion. Cet acier se distingue par sa pureté et est à 100% recyclable, sans perte de qualité. En vue de sa transformation, il est coulé en forme de bloom grâce au procédé de coulée continue. Chacun de ces blooms pèse 7 tonnes. Dietmar Weiss est le directeur de l'aciérie de Donawitz. Il supervise le processus de fabrication des rails. Au quotidien, les rails sont soumis à des contraintes extrêmes. Ne serait-ce qu'avec les wagons lourds dont la charge sur essieu atteint 25 tonnes, voire plus. Et puis, il y a les lignes à grande vitesse, sur lesquelles les trains roulent jusqu'à 200, parfois même 300 km à l'heure. Pour que la qualité soit au rendez-vous, l'acier doit être irréprochable. Les blooms quittent l'aciérie direction le laminoir. Ici, on fabrique chaque année quelques 10 000 km de rails. Dans cet atelier automatisé, les employés pilotent essentiellement les processus de transport et de contrôle. Dans le laminoir, les blocs de 7 tonnes sont acheminés vers un four spécial. Pour pouvoir être transformés, ils sont chauffés à 1200 degrés Celsius. Depuis le four, les blocs brûlants filent sur des rouleaux motorisés vers une cage de laminoir. Grâce à la chaleur, l'acier devient malléable. Il est comprimé par un jeu de cylindres. C'est le laminage qui rend le bloc de plus en plus long, plat et fin, jusqu'à obtention du profil recherché. Un arrosage régulier à haute pression débarrasse l'acier des impuretés. Après lavage, le rail repasse au laminage. Cette opération peut se répéter jusqu'à 8 fois. Avantage de ce traitement à haute température, l'acier est par la suite moins sujet aux fissures et sa durée de vie est plus longue. La pièce maîtresse du laminoir, c'est le poste de contrôle, d'où la production est supervisée et pilotée. Le rail le plus long mesure 120 mètres. C'est ce qu'on appelle une barre longue. La spécificité de ce rail, c'est que sur toute sa longueur, il ne présente aucune interruption par des joints. Grâce à cela, le client peut réduire les coûts de soudure et surtout diminuer les frais de maintenance par la suite. En effet, un joint est susceptible de développer des défauts et doit faire l'objet d'un entretien plus rigoureux. Après le laminage, les rails sont transportés jusqu'au lit de refroidissement. Là, leur température est abaissée de manière uniforme sur toute leur longueur. Après cette étape, les rails sont encore incurvés et doivent être redressés. L'opération se déroule sous une énorme pression à l'intérieur d'une machine à redresser. Chaque rail est une pièce unique et doit être contrôlé dans un centre d'essai. État de surface, rectitude et texture interne sont vérifiés. Les tronçons défectueux sont mis à l'écart et recyclés.
S'il arrive que des irrégularités surviennent, elles sont détectées par notre système. Le rail abîmé est identifié, ainsi que l'endroit précis où se trouve le défaut. Et lors de l'étape suivante, ce défaut est supprimé. Puis c'est le travail de finition. Les rails sont sciés à la longueur voulue et éventuellement percés de trous pour les éclisses. Ensuite, le produit fini est soit expédié directement au client, soit stocké au dépôt. Dans cette aciérie, 2 dépôts entièrement automatisés fonctionnent 24 heures sur 24 pour assurer une livraison rapide en cas de commande. Avec cette méthode de gestion just in time, juste à temps, les rails sont envoyés en fonction des instructions du client directement sur des chantiers européens, mais aussi américains ou australiens. Ces livraisons se font évidemment par voie maritime, mais les rails ne doivent pas dépasser 60 mètres. Les rails sont parfois transportés par bateau ou par camion. Mais chose amusante, le plus souvent, ils voyagent en train. Les rails sont étonnamment élastiques, ce qui explique pourquoi ils ne se brisent pas sous les lourdes charges. Ils sont posés sur un ballast, un lit de gravier ou de pierre qui amortit la pression exercée par les trains. Pour notre trafic ferroviaire moderne, la qualité des rails est donc déterminante. Mais un ballast qui tient le coup, c'est tout aussi important. Et cette ligne qui relie Carnoul et Gardanne en Provence est longtemps restée fermée et abandonnée. Mais grâce à une poignée de passionnés, elle est à nouveau entretenue et a repris du service. Julien Vincent, vous êtes le président de l'association du train touristique du Centre Var. Alors, expliquez-nous un peu comment vous est venue cette passion du rail et l'idée de faire revivre cette ancienne ligne ferroviaire. Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que je suis de famille cheminote. Et puis, j'ai rencontré l'association il y a quelques années. Et comme j'aime bien les trains, je suis venu donner un coup de main. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on apprend à faire les passages à niveau, à faire un peu de maintenance, de peinture. Et puis après, on conduit. Après, l'idée de réouvrir cette ligne, c'est pas moi qui l'ai eue. C'est une petite équipe de passionnés qui, en 1994, ont décidé de faire revivre cette ligne. Voilà. Et comme on voit, vos collègues, ils sont en train de maintenir les lignes en bon état. Et Pierre et moi, nous aimons toujours d'assister. C'est possible dans ces cas aussi? Ah ben, avec plaisir. Ouais. On est en train de graisser un aiguillage et de resserrer les tire-fonds. Donc, vous pouvez venir avec nous. Ok, on y va. C'est bon. Un peu d'huile et ça roule. Il n'y a que 120 km jusqu'à Marseille. Qu'est-ce que vous faites au jour le jour pour entretenir cette ligne? Donc pour entretenir la ligne, alors on fait surtout de la surveillance. On va s'assurer que la voie n'a pas de gros défauts. En roulant simplement, un choc anormal en roulant peut faire découvrir un défaut de voie. On va aussi avoir à dégager le gabarit, par exemple un arbre qui est tombé à cause du vent. Alors les défauts qu'on peut rencontrer donc sur la voie, on peut avoir un rail cassé, on peut avoir une déformation à cause de la chaleur, on peut avoir une éclisse qui est cassée, hein, ça peut arriver. L'éclisse, c'est quoi? Une éclisse, alors c'est ce qui permet de relier 2 rails entre eux en fait. D'accord. Voilà, donc si on le remarque, eh bien on va le signaler à la SNCF et la SNCF va venir faire la réparation. Et un rail comme ça, il a quelle durée de vie? Alors tout dépend le trafic qu'il va y avoir dessus. Plus il y a de trains qui passent, plus le rail va s'user et ça dépend aussi des conditions climatiques. Alors par exemple sur la ligne, on a par exemple le cœur d'aiguillage qui est là-bas est de 1932. Wow. Donc on peut avoir des constituants de la voie qui sont très anciens. Et maintenant, la ligne est fermée. C'est juste utilisé par vous. Alors la ligne est fermée.
C'est une ligne qui est fermée, donc elle est utilisée par le train touristique et aussi par des trains militaires, puisque c'est une voie qui est une voie stratégique, puisque c'est une ligne qui permet de sécuriser l'accès à Toulon, à la rade de Toulon, qui est le grand port militaire de la Méditerranée pour la France. Donc cette ligne est en fait maintenue en état pour les besoins de la défense nationale. Merci beaucoup. Cette ligne a été ouverte dans les années 1880. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le rail existe depuis bien plus longtemps. L'ancêtre de notre rail remonte à l'Antiquité. Les Grecs, puis plus tard les Romains, utilisaient des rainures creusées dans la pierre pour guider leurs véhicules. Au temps de l'Empire romain, il existait même déjà des embranchements, aujourd'hui appelés aiguillages. Au XVIIe siècle, on invente les premiers rails en bois. Ils empêchent les charrettes de s'enfoncer dans le sol et permettent de déplacer de lourdes charges sur un seul meuble. Mais à l'époque, les rails de bois manquent cruellement de stabilité et abritent parfois des hôtes indésirables. C'est dans les mines que l'on trouve les premiers prototypes de l'actuel chemin de fer. Il y a encore un siècle environ, les wagonnets roulaient sur des traverses de bois qui s'usaient très vite sous les lourdes charges. Les mineurs se tournent alors vers la fonte brute. Les véhicules circulent plus facilement et plus vite que sur un support en bois. En Angleterre, en pleine révolution industrielle, un nouveau système voit le jour. Il s'agit de fines bandes de tôle clouées sur des rails de bois. Bientôt, on pose des rails en fonte sur des blocs de pierre. La première voie équipée est le Derby Canal Railway en Angleterre, un chemin de fer à traction animale. Mais ces courts rails en fonte ne peuvent résister au passage d'une locomotive à vapeur. Heureusement, au début du 19e siècle, on arrive enfin à fabriquer des rails plus résistants et plus longs. Avec les premières lignes de chemin de fer, un nouveau métier voit le jour, constructeur de voies ferrées. En 1835, la première locomotive allemande, l'Adler, est mise en service entre Nuremberg et Fürth. Au fil du temps, différents profils de rails sont développés, notamment le rail dit Vignol. C'est aujourd'hui le modèle le plus répandu. Il se compose d'un patin large et plat qui repose sur les traverses. Par-dessus, à la verticale, l'âme assez étroite qui supporte le chemin de roulement est appelée champignon. Au milieu du 19e siècle, les premiers rails en acier apparaissent. Mais ce n'est qu'avec la combinaison des traverses, des éclisses et du ballast que naît l'actuelle voie de chemin de fer. Ce système présente un avantage de taille. Il est capable de supporter des charges extrêmes, comme le poids, le démarrage ou le freinage d'un train. De plus, il permet au train de circuler, quelles que soient les conditions météorologiques. Aujourd'hui, sur des rails modernes, nos trains peuvent atteindre des vitesses de pointe de plus de 500 km/h. Et la drésine rouge et blanche derrière nous est sortie de l'usine en 1965 et elle roule encore. Avec nous, Daniel Boudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert au centre de recherche sur les transports et la logistique à l'Université de la Méditerranée. Le système, le principe du chemin de fer est assez ancien, comme on vient de le voir, et pendant des siècles, il n'a pas beaucoup évolué. Pourquoi cette stagnation, pour ainsi dire ? La stagnation vient du fait, je pense, de la concurrence qu'a amené la route, essentiellement. Les chemins de fer se sont fortement développés durant un siècle, on peut dire entre 1850 et 1950. Et je dirais qu'à partir de l'après-guerre, on a vu régulièrement la part du fret, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, décliner dans les déplacements que l'on observait. Et ceci est valable particulièrement en France, mais je dirais de façon générale un peu de partout en Europe. Pendant des années, on a eu l'impression que de nombreuses gares, de nombreuses lignes étaient fermées. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, essentiellement. En la sortie de la dernière guerre mondiale de 1945, le produit le plus transporté par chemin de fer, ça représentait de l'ordre de 40% du tonnage global, c'était le charbon. Aujourd'hui, on ne transporte plus de charbon, ce qui a fait un écroulement d'une partie importante. Puis, il y a des éléments de compétitivité liés à la route. Entre 1950
Et 2000, ou un peu plus de 2000, on a construit en France, je prends la référence française, 7000 km d'autoroutes. Et pendant ce même temps, on supprimait 30% des lignes de chemin de fer. Aujourd'hui, la France a investi des milliards dans le développement de son réseau ferroviaire. En Allemagne, la Deutsche Bahn, l'équivalent de notre SNCF, a annoncé l'ouverture de nouvelles gares. Pourquoi ce retournement de situation ? Le retournement est lié à plusieurs choses, mais je pense que la plus importante, c'est la prise de conscience de l'impact des transports sur l'environnement, en termes de bruit, d'émissions de gaz à effet de serre, d'accidentologie, de congestion du réseau. Le rail peut être une des solutions, en tout cas qui viendrait limiter cet aspect négatif du transport. En Allemagne, on transporte 3 fois plus de marchandises par train qu'en France. Forcément, ça demande une certaine logistique. La plus grande gare de triage d'Europe se trouve d'ailleurs dans le nord de l'Allemagne, à Machen. Machen, au sud de Hambourg, l'un des plus importants nœuds ferroviaires de transport de marchandises. Cette gare de triage est la première d'Europe. Comme dans un jeu de construction, les wagons de marchandises sont démaillés puis réassemblés avant d'être expédiés vers leur destination finale. Environ 20% du fret en partance et à destination du port de Hambourg transite par la gare de triage de Machen. Chaque jour, jusqu'à 1100 wagons sont chargés et déchargés au bord de l'Elbe. Les conteneurs sont hissés les uns derrière les autres sur les rames. À 25 km du port de Hambourg, les trains sont ensuite réorganisés et expédiés vers toute l'Europe. Dirk Fahrenhof est conducteur de train. Celui-ci fait 690 mètres de long et se dirige vers le triage. Avec une locomotive électrique de fret d'une puissance de 7500 chevaux, le trajet prend à peine une vingtaine de minutes. Ce train va à Machen. Là-bas, il sera garé, puis les wagons seront démaillés. Là, par exemple, on a un wagon qui va à Riesa, 2 qui vont à Leipzig, 1 à Göttingen. On a aussi Mannheim, Ingolstadt, Francfort. Voilà les gares de destination des différents wagons de ce train. Cet immense triage compte au total 112 voies, près de 750 aiguillages et peut accueillir 11 000 wagons de fret par jour. Arrivés à Machen, les wagons sont d'abord séparés les uns des autres. Puis, grâce à une locomotive, ils sont poussés vers une butte de triage, que l'on appelle la bosse. Une procédure informatisée envoie chaque wagon vers sa voie d'affectation. Pour cela, les aiguillages sont actionnés à la seconde près et guident les wagons vers la bonne direction. La personne qui supervise la répartition des wagons de fret se trouve dans la tour de contrôle. C'est ici que converge toute la logistique de la gare de triage de Machen. Le chef opérateur des manœuvres pilote chaque wagon par ordinateur, avec la bonne vitesse vers la bonne voie de destination. Le travail s'effectue principalement de nuit. C'est à ce moment-là que la plupart des trains de marchandises sont assemblés. L'ordinateur de contrôle sait combien de rames, combien de tonnes et combien d'essieux se trouvent sur chaque voie. Lorsque tout est prêt, le conducteur avance son train, puis me le confie à moi, le chef opérateur, en vue du débranchement des wagons. Le conducteur met sa locomotive en conduite automatique, puis d'ici, on commande le refoulement du train jusqu'à la bosse afin que les wagons soient réorientés. Tout retard se répercute inévitablement sur les horaires des trains de voyageurs. Sur l'axe nord-sud, 32 destinations différentes peuvent être distribuées sur 48 voies. Dans le sens inverse, c'est encore plus. Dans le monde, il n'existe qu'un seul triage plus grand que celui-ci, celui de Bailey dans le Nebraska aux États-Unis. La question, c'est de savoir quel itinéraire, quelle voie, s'il s'agit de wagons isolés ou de groupes de wagons, s'ils roulent avec beaucoup d'espacement ou près les uns des autres. L'ordinateur, lui, le sait et va donc définir les vitesses adaptées. Même si les voies sont gérées par ordinateur, il faut parfois intervenir manuellement. Par exemple, lorsque le démaillage des wagons ne fonctionne pas. Arrêt. Arrêt en cours.
C'est bon, tout est à l'arrêt, on peut passer. Mais si ça bouge, on ne peut pas passer entre les wagons à cause du risque d'accident. Dans sa forme actuelle, ce triage pèse 350 millions d'euros. Chaque jour, environ 150 trains de marchandises doivent rejoindre et quitter Machen à l'heure exacte. C'est une course quotidienne contre la montre. Mais sur le rail, la priorité absolue reste la sécurité. C'est le plus souvent l'ordinateur qui remarque s'il y a un danger quelque part. Par exemple, si un wagon reste bloqué ou si quelque chose ne va pas. On met alors très vite en place une voie d'évitement. Cela permet aux autres rames de contourner le wagon à l'arrêt et de suivre une autre trajectoire. Comme ça, il ne risque pas d'y avoir de collision, qu'elle soit frontale ou latérale. Ça ne doit surtout pas arriver. Durant la nuit, les wagons provenant du port de Hambourg ont été assemblés pour former un train. Voilà les papiers. Merci. Le train peut maintenant quitter la plus grande gare de triage d'Europe, direction le sud. Ici où on est en Provence, on ne déplace pas autant de wagons. Daniel Boudoir est encore avec nous. Quels sont les avantages les plus importants du système de rail? Globalement, le mode ferroviaire coûte la moitié moins cher que le mode routier. On peut diviser par 2 les coûts de transport. Et quels sont, selon vous, les défis qui se posent pour le futur du rail? Sur quoi vous travaillez, par exemple, en ce moment? En ce moment, nous travaillons, par exemple, sur la mixité voyageurs-fret. Comment le fret peut utiliser des techniques, des infrastructures à l'origine pensées pour le transport de voyageurs, le métro, le tram. Comment ces équipements, ces outils pourraient aussi transporter des marchandises. Merci beaucoup, Daniel Boudoir. Merci. Au palmarès des pays européens qui prennent le plus le train, les Allemands se classent 5e avec en moyenne 1124 km par an. Et nous, les Français, sommes un cran au-dessus, évidemment, puisqu'avec près de 1400 km par an, nous arrivons 2e. Pour que cela reste ainsi et afin de soulager un maximum nos axes routiers, l'État investit des milliards dans le réaménagement de son réseau ferré. Voyez cet exemple en Bretagne. Dès le printemps 2017, des trains pouvant aller jusqu'à 300 km à l'heure rouleront en Bretagne, ce qui permettra de combler un vide dans le réseau grande vitesse français. 17 millions d'euros par kilomètre seront investis pour que la ligne bénéficie d'une technologie censée rendre le réseau ferré plus sûr et plus performant à l'échelle européenne. Il s'agit du système européen de contrôle des trains. Ce dispositif résolument tourné vers l'avenir est censé remplacer les systèmes nationaux de guidage et de sécurité ferroviaire. Entre les rails se cachent des balises de transmission de données qui s'activent à l'approche de chaque train. Le système fournit des informations concernant les tronçons à venir. Le train, lui, est équipé d'un système de lecture qui échange des informations avec les balises. Un poste central de commande collecte les données, les analyse et coordonne le trafic ferroviaire. La voie ferrée elle-même est donc en mesure de surveiller les trains. Objectif, un espace ferroviaire européen parfaitement homogène. Sans un système de rails performant et intelligent, impossible de faire rouler les trains du futur. Le Next Generation Train, prototype des trains nouvelle génération, est l'un de ces appareils. Niveau de sécurité élevé, grand confort, faible consommation énergétique. Et ce, malgré une vitesse de croisière d'environ 400 km à l'heure. Il est équipé d'un système de bogies révolutionnaire. Chaque roue est motorisée individuellement et chaque paire de roues disposée de façon radiale. Dans un virage, la roue sur le rail extérieur accélère, d'où une usure réduite et moins d'émissions sonores. À l'heure actuelle, c'est une version du TGV français qui détient le record du monde de la vitesse sur rail, avec 574,79 km à l'heure. Les TGV roulent actuellement à une moyenne de 280 km à l'heure. De telles pointes ne sont généralement possibles que sur des tronçons conçus à cet effet. Une fois le réseau ferré achevé, 15 000 km de lignes à grande vitesse parcourront toute l'Europe. D'ici là, il reste tout de même quelques rails à poser.
et pas seulement en Bretagne. Le rail est donc loin d'avoir dit son dernier mot. En revanche, il doit s'adapter aux besoins du trafic et du transport de marchandises modernes. Oui, et c'est justement ce que nous allons faire. C'est parti pour un trajet ébouriffant vers notre prochaine destination. On y va? Oui. On vous quitte à un train d'enfer. Salut! À la prochaine, restez curieux.